Dans le bureau lambrissé d'acajou de mon père, je regardais le visage suffisant de mon frère Stéphane tandis que l'avocat lisait « Le testament de papa ». La pièce sentait le vieux cuir et la déception, la même combinaison qui avait rempli chaque réunion de famille depuis 20 ans. Stéphane était assis là dans son costume à 3000 €, ses doigts manucurés tambourinant sur le bureau ancien qui serait bientôt le sien, avec tout ce qui comptait dans l'empire de la famille Delacroix. À mon fils aîné, Stéphane Delacroix, la voix de Maître Dubois coupa le silence comme un juge rendant un verdict. Je lègue l'intégralité de mon portefeuille immobilier, y compris toutes les propriétés commerciales, les unités locatives et les projets de développement, évalués à 41 millions d'euros. Stéphane n'essaya même pas de cacher sa satisfaction. Il ajusta sa Rolex, la même montre en or que papa portait à chaque réunion d'affaires, et laissa échapper un petit rire qu'il masqua en tout. Maman se tortilla sur sa chaise, ses mains si serrées que ses jointures blanchirent. Oncle Antoine se tenait près de la fenêtre, son visage buriné détourné de nous tous, étudiant le parking en contrebas comme s'il détenait les secrets de l'univers. Et à mon fils, Julien Delacroix, continua l'avocat, remontant ses lunettes sur son nez comme s'il devait s'assurer de bien lire. Je lègue le Rêve bleu, mon bateau de pêche Boston Whaley de 1987, actuellement amarré à la marina de la baie, place numéro 7. Le silence qui suivit fut si complet que j'entendais le bourdonnement des néons au-dessus de nous. La chaise de Stéphane grinça alors qu'il se penchait en arrière, puis il éclata de rire. Pas un rire poli, pas un petit rire nerveux, mais un rire franc qui remplit chaque recoin de ce bureau. Au moins, le loser reçoit quelque chose, n'est-ce pas, Jus? Il se tourna vers moi, ses yeux brillants de victoire. Peut-être pourras-tu pêcher le dîner avec ça. Dieu sait que tu devras économiser de l'argent maintenant. L'avocat s'éclaircit la gorge, mal à l'aise face au drame familial qui se déroulait en sa présence. Il n'y a pas d'autre disposition ou clause au testament. Monsieur Bernard Delacroix a été très précis concernant la distribution des biens. 41 millions d'euros contre peut-être 8 000 € un bon jour si quelqu'un était assez ivre pour acheter cette épave rouillée. Le calcul était si absurde que ça ressemblait à une blague. Sauf que personne d'autre ne riait. Ma fille, Chloé, 16 ans et plus féroce que n'importe quel avocat dans cette pièce, se leva de sa chaise dans le coin. Papy a toujours dit que la valeur de quelque chose ne se mesurait pas à son coût, dit-elle, sa voix ferme et claire. Il a dit que ça se mesurait à ce que ça signifie. Stéphane renifla. Eh bien alors, ce bateau doit signifier que Julien reste exactement là où il a toujours été, tout en bas. Mais ce que personne ne savait, ni Stéphane avec son MBA d'HC, ni l'avocat avec ses 40 ans d'expérience, pas même maman qui avait été mariée à Bernard Delacroix pendant 45 ans, c'est que papa ne faisait jamais rien sans raison. Bernard Delacroix était un homme qui planifiait ses commandes de déjeuner une semaine à l'avance, qui avait des plans de secours pour ses plans de secours, qui a passé 6 mois à chercher la meilleure marque de trombone pour son bureau. Et ce bateau de pêche rouillé et oublié, amarré dans une marina de l'autre côté de la ville, allait m'enseigner la leçon la plus précieuse de ma vie. Parfois, les plus petits cadeaux cachent les plus grands secrets. Et parfois, l'amour d'un père ne se mesure pas en millions, mais par la confiance qu'il vous accorde pour trouver ce qui est caché sous la surface. Je m'appelle Julien Delacroix. J'ai 38 ans, et voici l'histoire de la façon dont j'ai hérité d'un bateau de pêche d'une valeur de 8 000 € et découvert que je n'étais jamais le fils de mon père. J'étais quelque chose de bien plus précieux. J'étais son associé. Je m'appelle Julien Delacroix, et pendant 38 ans, j'ai vécu dans l'ombre de mon frère aîné. Pas le genre d'ombre qui offre un soulagement frais par une chaude journée, mais le genre qui bloque complètement le soleil, laissant tout en dessous lutter pour pousser. Tandis que Stéphane allait à HEC et rejoignait l'empire immobilier de papa directement après l'obtention de son diplôme, j'ai choisi le travail de construction. J'ai choisi les mains calleuses plutôt que les ongles manucurés, les casques de chantier plutôt que les cravates de HEC, et les fondations en béton plutôt que les fondations d'entreprise. Un travail honnête, l'appelait papa, chaque fois que quelqu'un l'interrogeait sur le choix de carrière de son plus jeune fils, bien que son ton portât toujours une note d'explication plutôt que de fierté. Comme s'il justifiait pourquoi Bernard Delacroix, l'homme qui avait bâti un empire à partir d'une seule propriété locative, avait un fils qui travaillait pour un salaire horaire plus les heures supplémentaires. Bernard Delacroix était une légende dans notre ville.
Il a commencé sans rien en 1975, juste un duplex délabré qu'il a acheté aux enchères de saisie pour 12 000 €. Il l'a rénové lui-même, travaillant les soirs et les week-ends tout en gardant son emploi à la scierie. Au moment de ma naissance en 1986, il possédait 30 propriétés. Au moment où j'ai obtenu mon bac, il possédait 200 bâtiments commerciaux dans 3 régions. Le nom de la croix figurait sur des complexes de bureaux, des centres commerciaux et des immeubles d'appartements de la Lorraine à la Provence. Grandir dans cette maison, c'était comme être une doublure dans une pièce où le rôle principal était déjà définitivement attribué. Stéphane avait 4 ans de plus et 40 ans de plus intelligent, du moins selon les bulletins de notes que maman affichait sur le réfrigérateur. Les siens étaient toujours au-dessus. Les miens enfouis quelque part sous les listes de courses et les rappels de rendez-vous chez le dentiste. Regarde ton frère qui conclut cette affaire de centre commercial, annonçait papa au dîner, faisant glisser un journal sur la table avec la photo de Stéphane dans la section économique. 26 ans et déjà à la tête de 10 propriétés. Ça, c'est de l'anticipation. Ça, c'est de la vision. Pendant ce temps, je posais du béton pour les fondations des rêves des autres. Je rentrais à la maison couvert de poussière et d'épuisement tandis que Stéphane rentrait en comptant les commissions et en collectionnant les félicitations. Je lavais le béton sous mes ongles pendant qu'il polissait ses boutons de manchette. Je glaçais mon dos endolori pendant qu'il célébrait une autre acquisition au club de golf. Le fait est que je n'étais pas amère à ce sujet. Pas vraiment. J'aimais mon travail. Il y a quelque chose de pur dans la construction, quelque chose de réel. Quand vous coulez une fondation, elle tient ou elle ne tient pas. Il n'y a pas de fioriture, pas d'angle marketing, pas de comptabilité créative, juste la vérité mesurée en capacité portante et en intégrité structurelle. Ma fille Chloé le comprenait mieux que quiconque dans la famille. Elle avait été ma boussole depuis le jour de sa naissance, 2 semaines après que sa mère ait décidé que d'être mariée à un ouvrier du bâtiment n'était pas le conte de fées pour lequel elle avait signé. Chloé restait avec moi 1 semaine sur 2, et c'était ces semaines-là qui comptaient. « Papa, tu construis des choses qui durent », disait Chloé quand elle me surprenait à fixer la dernière mention de Stéphane dans le journal. Oncle Stéphane ne fait que brasser des papiers. N'importe qui peut vendre quelque chose qui existe déjà. Toi, tu crées quelque chose à partir de rien. Mais même Chloé ne pouvait cacher sa confusion lorsque nous avons assisté à la lecture du testament 2 semaines après les funérailles de papa. Le cancer l'avait emporté plus vite que prévu. Un mois, il concluait des affaires, le mois suivant, il fermait les yeux pour la dernière fois. Stéphane avait bien sûr géré tous les arrangements, transformant les funérailles de papa en ce qui ressemblait à un événement de réseautage pour ses associés immobiliers. Maman était assise tranquillement dans le coin du bureau de l'avocat ce jour-là, des mouchoirs à la main, sa robe noire la faisant paraître plus petite que ses 67 ans. « Ton père avait ses raisons pour tout », me murmura-t-elle avant que Maître Dubois ne commence à lire. Même quand nous ne les comprenions pas, il avait toujours ses raisons. Oncle Antoine se tenait près de la fenêtre, son visage buriné illisible. Lui et papa avaient démarré l'entreprise ensemble dans les années 70, 2 frères avec rien d'autre que de l'ambition et une boîte à outils partagée. Puis quelque chose s'est passé au début des années 90 dont personne dans la famille ne parlait. Un jour, Antoine était vice-président de Delacroix Développement. Le lendemain, il était parti, lançant sa propre petite entreprise de construction de l'autre côté de la ville. Il venait toujours aux réunions de famille, envoyait toujours des cartes de Noël, mais il y avait toujours un silence dans l'air entre lui et papa, comme une conversation qui devait avoir lieu, mais qui ne le ferait jamais. Bernard a été très précis sur la distribution, avait dit Maître Dubois, ajustant ses lunettes et organisant les papiers devant lui comme s'il se préparait au combat. Il n'y a aucune disposition de contestation. Ce que je vais lire est définitif et juridiquement contraignant. Le bureau sembla plus petit soudainement, comme si tout l'oxygène avait été aspiré et remplacé par l'attente. Stéphane se pencha en avant sur sa chaise, calculant déjà les taux d'intérêt et les opportunités d'investissement. J'étais assis là dans mon seul costume, celui que j'avais porté pour la remise de mon diplôme de fin d'études secondaires, me demandant pourquoi papa avait insisté pour que j'assiste à cette réunion. L'humiliation brûlait plus fort que n'importe quelle blessure de chantier que j'ai jamais subie.
J'avais été frappé par des poutres tombantes, eu du béton qui avait brûlé à travers mes gants de travail, même cassé 3 côtes quand un échafaudage s'était effondré sur un chantier à Lyon. Mais rien ne se comparait à la douleur de rester assis dans ce bureau, à regarder 41 millions d'euros aller à Stéphane pendant que je recevais un bateau qui valait peut-être 8 000 € un bon jour si l'acheteur était généreux et légèrement ivre. Stéphane ne put contenir sa satisfaction. Il se leva de sa chaise, marcha jusqu'où j'étais assis et posa sa main sur mon épaule avec une fausse sympathie qui me fit frissonner. Et, Jus, si tu as besoin d'argent pour l'essence, demande. La famille aide la famille, n'est-ce pas? Je veux dire, ce bateau n'a probablement pas tourné depuis des années, mais je suis sûr que nous pouvons le faire démarrer. Peut-être pourras-tu démarrer une petite entreprise de charter de pêche. Je pourrais même investir, te faire un petit prêt pour commencer. Maître Dubois remua ses papiers inconfortablement. S'il n'y a pas de question sur la distribution des biens, nous pouvons procéder à la signature des documents. Aucune question ici, dit Stéphane, sortant déjà son stylo Montblanc. Tout semble parfaitement clair. Papa savait ce qu'il faisait. Le lendemain matin, je me suis rendu à la marina de la baie, où papa gardait le Rêve bleu. Le gardien à l'entrée me regarda avec quelque chose entre la pitié et la confusion quand je lui dis que j'étais là pour voir mon héritage. Place 7, dit-il, pointant du doigt le quai. Mais je dois vous dire, votre père n'a pas sorti ce bateau depuis probablement 5 ans. Il reste juste là. Elle était assise au bout du quai comme un souvenir oublié. La peinture s'écaillait de sa coque en plaques, les fientes d'oiseaux décorant son pont comme des poids de l'humiliation. Le Rêve bleu était un Boston Whaler de 8,5 mètres de 1987, et elle avait bien ses 38 ans. Les sièges en vinyle étaient craqués et décolorés par le soleil. Le compartiment moteur était probablement un musée de la rouille. Même les amarres semblaient embarrassés de la retenir. Harold, le gérant de la marina, s'approcha avec une tasse de café et une expression compatissante. Il avait une 60aine d'années, avait probablement vu 1000 bateaux et 1000 drames familiaux se dérouler sur ces quais. Votre père aimait ce bateau, dit-il, s'appuyant contre un pilier. Il venait ici tous les dimanches matins jusqu'à ce que sa santé se détériore il y a environ 1 an. Chose étrange, cependant. Il ne la sortait jamais. Il restait juste dans la cabine pendant des heures. Parfois à écrire dans un carnet, parfois juste à regarder l'eau. Probablement en train de se cacher des présentations immobilières de Stéphane, marmonnais-je, montant à bord et sentant le pont céder légèrement sous mon poids. Votre frère était ici hier, mentionna Harold nonchalamment. Il a pris des photos du bateau, a dit quelque chose à propos de vous aider à le mettre en vente. Il a même proposé de l'acheter lui-même pour 10 000 €, a dit qu'il en ferait une jardinière pour l'une de ses propriétés commerciales. L'idée que Stéphane transforme le bateau de papa en décoration pour un centre commercial me retourna l'estomac. Cette nuit-là, maman appela pendant que j'étais assis dans ma cuisine, fixant les papiers de propriété du Rêve bleu. Julien, ne sois pas amer, dit-elle, sa voix douce mais ferme. Ton père voyait quelque chose en toi que tu ne vois peut-être pas en toi-même. Oui, il a vu quelqu'un qui valait 8 000 €. Le message est assez clair, maman. Ce bateau signifiait tout pour lui. Avant que l'entreprise ne décolle, avant que l'argent ne change tout. Il a acheté ce bateau avec sa première vraie paie de la Syrie. Il disait que cela représentait la liberté, la possibilité. Il te prenait en mer quand tu étais petit, avant que Stéphane ne soit trop occupé avec ses cours avancés et ses stages d'été. Je ne me souvenais pas de ces voyages. Ou peut-être que je m'étais forcé à les oublier, ainsi que tous les autres souvenirs d'avant que Stéphane ne devienne le prince héritier de l'Empire de la Croix. Stéphane m'envoya un SMS avec une photo ce soir-là. Il était assis dans l'ancien bureau de papa, les pieds sur le bureau, tenant une bouteille de champagne. La légende disait, lourde est la tête qui porte la couronne. Mais quelqu'un doit le faire. Fais-moi savoir quand tu veux vendre le bateau. Offre toujours à 10 000 €. Chloé me trouva dans le garage plus tard cette nuit-là, fouillant dans des boîtes de vieilles photos et papiers de papa, cherchant quelque chose, n'importe quoi qui pourrait expliquer pourquoi il m'avait fait ça. Tu vas le vendre, demanda-t-elle, s'asseyant à côté de moi sur le sol en béton. Le bateau ? Autant le faire.
Il faut de toute façon réparer la transmission du camion, et l'offre de Stéphane la couvrirait avec un peu de reste. Elle ramassa une photo de papa debout sur le rêve bleu tenant une version plus jeune de moi. Nous sourions tous les deux comme si nous venions de découvrir un trésor. Papy ne faisait jamais rien sans y réfléchir 10 fois. Tu te souviens quand il m'a donné cette vieille boussole pour mes 10 ans? Tout le monde pensait que c'était de la ferraille, juste un truc en laiton terni. Il s'est avéré qu'elle appartenait à son père pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle l'a aidé à naviguer avec un bombardier à travers 37 missions. Il disait, parfois, les plus petits cadeaux portent les plus grandes histoires. 3 jours plus tard, je décidai de sortir le rêve bleu une dernière fois avant de le mettre en vente. Quelque chose dans l'idée de le vendre sans jamais le mettre à l'eau me semblait faux, comme jeter une lettre sans la lire. Je me suis dit que je devais bien ça à papa. Un dernier voyage sur le bateau qu'il avait gardé pendant 30 ans, même si je ne comprenais pas pourquoi. Le matin était frais et clair, le genre de journée d'octobre qui donnait à la marina l'allure d'une carte postale. Harold m'aida à vérifier le moteur, et à ma grande surprise, il démarra au premier essai. Votre père me faisait l'entretenir tous les mois, expliqua Harold, s'essuyant les mains sur un chiffon. Il a payé 5 ans d'avance avant de mourir. Forfait complet, y compris l'entretien du moteur, le nettoyage de la coque et les vérifications des systèmes. 5 ans pour un bateau qu'il n'utilisait jamais. Harold haussa les épaules, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui suggérait qu'il en savait plus qu'il ne disait. Il a dit que vous comprendriez le moment venu. Il a également dit que si vous posiez des questions sur sa vente, je devais vous dire de tout vérifier 2 fois avant de prendre des décisions. J'ai passé la matinée à parcourir ce bateau pouce par pouce, en partie pour évaluer son état en vue de la vente, en partie parce que j'avais besoin de comprendre ce que papa avait vu dans ce puzzle flottant. Le pont était solide malgré son apparence. L'équipement de navigation était étonnamment moderne, mis à jour il y a seulement 2 ans, selon les dates d'installation. La cabine était petite mais méticuleusement propre, comme si quelqu'un y avait entretenu un sanctuaire. Dans la cabine avant, derrière le siège du capitaine où papa passait apparemment ses dimanches matins, je remarquai quelque chose d'étrange dans les boiseries. Il y avait un léger espace dans l'acajou, à peine visible à moins de le chercher. Le bois était poli et lisse autour de cet endroit, comme si quelqu'un l'avait touché à plusieurs reprises pendant de nombreuses années. J'ai appuyé dessus. Rien ne s'est passé. J'ai essayé de le faire glisser, toujours rien. Puis j'ai remarqué que le volant du capitaine présentait des marques d'usure inhabituelles en position bâbord, comme si quelqu'un l'avait tourné à fond à gauche plus de fois que la navigation normale ne l'aurait exigé. Sur un pressentiment, j'ai tourné le volant complètement à bâbord jusqu'à ce qu'il s'arrête. Un doux clic résonna dans la cabine. Le panneau s'ouvrit d'environ 1 pouce, révélant l'obscurité derrière. Mon cœur battait la chamade en l'ouvrant complètement, découvrant un compartiment caché de la taille d'une mallette. À l'intérieur se trouvait un conteneur étanche de qualité militaire, le genre que les commandos utilisent pour les équipements sensibles, avec un cadenas à combinaison qui semblait pouvoir survivre à une explosion nucléaire. La combinaison me vint immédiatement comme si papa était là, me la murmurant à l'oreille, 18 mars. Mon anniversaire. Pas le 22 avril, l'anniversaire de Stéphane. Pas le 15 juillet, l'anniversaire de mariage de maman et papa. Mon anniversaire. Mes mains tremblaient en composant les chiffres. Le cadenas s'ouvrit avec un bruit qui sembla résonner à travers toute ma vie. À l'intérieur du conteneur se trouvaient plusieurs enveloppes cartonnées, une pile de photographies et une lettre de l'écriture inimitable de papa, la même écriture soignée qui avait signé mes bulletins scolaires et mes cartes d'anniversaire pendant 38 ans. Julien, si tu lis ceci, tu as enfin pris la barre. Je m'assis lourdement dans le fauteuil du capitaine, le même fauteuil où papa avait passé d'innombrables dimanches matins. La première enveloppe contenait des documents de constitution pour quelque chose appelé « Holdings de l'eau noire SARL », daté de 1992. La seconde contenait des relevés bancaires d'un compte dont je n'avais jamais entendu parler, avec un solde qui brouilla ma vision, 43 millions d'euros. La troisième enveloppe était plus épaisse, remplie de contrats et d'accords pour des projets de développement d'infrastructures dans 6 régions. En les lisant, un schéma émergea qui me serra la poitrine. Tous les grands projets de construction sur lesquels j'avais travaillé au cours des 15 dernières années y figuraient. Le pont à Nantes,
où j'avais passé 6 mois à poser des armatures. Le complexe de parking à Lille, où j'avais supervisé les travaux de fondation. La station d'épuration à Marseille, où j'avais gagné ma réputation d'un des meilleurs spécialistes du béton du Sud-Est. Holdings de l'eau noire avait été un partenaire silencieux dans chacun d'eux. Il y avait aussi des photographies. Moi sur divers chantiers au fil des ans, des photos dont je ne connaissais pas l'existence. Sur chacune d'elles, il y avait de petites marques dans le coin, des notes de l'écriture de papa. Julien dirigeant l'équipe de Nantes. Julien résolvant le problème de drainage à Lille. Julien formant les nouveaux gars à Marseille. Il avait regardé, documenté, suivi chaque étape de ma carrière. Au fond du conteneur se trouvait une autre enveloppe. Celle-ci portait un seul mot, vérité. À l'intérieur se trouvaient des papiers d'adoption datés de 1986, l'année de ma naissance. Le nom de mon père biologique était Antoine Delacroix. Oncle Antoine, l'homme qui était resté silencieux à la fenêtre pendant la lecture du testament, qui avait quitté l'entreprise de papa au début des années 90, qui avait regardé Stéphane hériter de 41 millions d'euros pendant que je recevais un bateau. Tout ce que je pensais savoir de ma vie se réarrangea à ce moment-là, comme des pièces d'un puzzle, montrant enfin leur véritable image. La lettre de papa expliquait tout à sa manière méthodique, chaque phrase soigneusement construite comme s'il montait un dossier devant un tribunal. J'entendais sa voix dans chaque mot, ce ton mesuré qu'il utilisait pour expliquer quelque chose d'important. Mon fils, l'empire immobilier a toujours été destiné à Stéphane. Il a besoin des feux de la rampe, de la reconnaissance, du succès visible qui vient avec son nom sur les bâtiments. Il mesure sa valeur en mètres carrés et en baux, en mentions dans les journaux et en conversations au club de golf. C'est qui il est et je m'en suis accommodé. Mais toi, Julien, tu es comme moi avant que l'argent ne change tout. Tu comprends que la vraie richesse n'est pas ce que les gens peuvent voir. C'est ce que tu construis quand personne ne regarde. Holdings de l'eau noire est mon véritable héritage. Un partenariat silencieux dans le développement d'infrastructures dans 6 régions. Chaque grand projet de construction sur lequel tu as travaillé au cours des 15 dernières années, nous en possédions une partie. Tu ne posais pas seulement des fondations, mon fils. Tu construisais notre empire brique par brique, poutre par poutre. Pendant que Stéphane prenait des photos pour des communiqués de presse, tu créais le squelette qui soutient la moitié du développement du Sud-Est. Le bateau de pêche n'était pas une insulte. C'était un test. Honorerais-tu ma mémoire suffisamment pour le sortir une dernière fois? Prendrais-tu soin de quelque chose qui semblait sans valeur? Stéphane a eu ce qu'il pouvait voir, des bâtiments avec notre nom dessus. Toi, tu obtiens ce qui compte, la fondation invisible qui soutient tout. L'entreprise génère 8 millions d'euros par an en revenus passifs grâce au contrat d'infrastructure. Tout est à toi maintenant. Les documents ont été déposés. Tu es le seul bénéficiaire depuis le jour où tu as commencé à travailler dans la construction. Il y a plus. Vérifie la deuxième enveloppe. Les papiers d'adoption me regardèrent, datés de 2 mois avant ma naissance. La signature du père biologique était là, à l'encre bleu fané, Antoine Delacroix. La signature du père adoptif en dessous, Bernard Delacroix. La signature de ma mère sur le côté, acceptant l'arrangement. Une autre lettre était glissée derrière les papiers. Celle-ci, de l'écriture plus rude d'Antoine. Julien, ta mère et moi étions jeunes et stupides. J'avais 22 ans. Elle en avait 19. Et Bernard l'avait déjà épousée depuis 2 ans. C'est arrivé cet été-là. Bernard était à l'hôpital pour une appendicite. Nous sommes tombés dans quelque chose que nous ne pouvions pas reprendre. Quand tu as été conçu, Bernard n'avait pas pu avoir d'enfant en raison de complications de sa chirurgie. Ta mère était dévastée, prête à quitter la ville, à tout laisser derrière elle. Mais Bernard nous a tous surpris. Il a dit qu'il t'élèverait comme son propre enfant. Il a dit, chaque empire a besoin d'un héritier. Et le sang ne fait pas la famille. Le choix, si. Ce fut la décision la plus difficile et la meilleure que j'ai jamais prise en signant ces papiers. Bernard t'a aimé plus que tu ne le sauras jamais. Il a vu en toi ce qu'il voyait en lui-même. Quelqu'un qui construit des choses réelles, pas seulement des empires de papier.
L'entreprise d'infrastructure était sa façon de s'assurer que tu serais toujours pris en charge, loin de la jalousie et de l'examen minutieux de Stéphane. Stéphane est mon neveu, mais il a hérité des pires aspects de la fierté de la famille Delacroix, le besoin d'être perçu comme supérieur. Bernard le savait. Il t'a protégé en te gardant séparé de l'entreprise visible. Bernard était ton père à tous égards. Mais je voulais que tu connaisses la vérité. Tu n'étais pas seulement son fils. Tu étais son successeur choisi pour ce qui comptait vraiment pour lui. J'ai appelé maman immédiatement, ma voix tremblante comme si j'avais 13 ans à nouveau. Tu savais? Nous savions tous, mon chéri. Sa voix était calme, comme si elle s'était préparée à cette conversation pendant 38 ans. Bernard a insisté pour t'élever. Il a dit qu'au moment où il t'a tenu dans cette chambre d'hôpital, tu es devenu son fils. La biologie n'était que des détails. Pourquoi personne ne me l'a dit? Parce que Bernard voulait que tu grandisses sans le poids de cette connaissance. Il voulait que tu deviennes qui tu étais censé être, pas qui tu pensais devoir être. Chaque dimanche, quand il allait à ce bateau, il écrivait dans son journal sur tes progrès, sur l'homme que tu devenais. Il gardait des copies de chaque rapport de construction qui mentionnait ton nom, chaque compliment de sécurité, chaque projet que tu achevais en avance. Stéphane ne sait pas. Stéphane voit ce qu'il veut voir. Il a eu la fortune qu'il peut compter. Toi, tu as eu l'amour du père qui compte. J'ai regardé le document final dans le conteneur. C'était un transfert de propriété pour Holdings de l'eau Noire, daté une semaine avant la mort de papa, me désignant officiellement comme le seul propriétaire. Il y avait une note autocollante attachée à cela, de l'écriture tremblante de papa. Ces derniers mots pour moi, le bateau est à toi, mon fils. Elle ne paye pas de mine, mais elle contient la vérité. Prends soin de ce qui compte. Laisse Stéphane avoir les feux de la rampe. Toi, garde la fondation solide. C'est ce que font les vrais bâtisseurs. J'ai gardé le bateau. Je l'ai fait restaurer à un état impeccable, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce qu'il représentait quelque chose que Stéphane ne comprendrait jamais, les plus petits cadeaux portent souvent le plus grand amour. Et ce Boston Whaler de 8,5 mètres contenait plus de vérité que les 41 millions d'euros de biens immobiliers de Stéphane ne pourraient jamais en contenir. La restauration a pris 3 mois. J'ai fait la plupart du travail moi-même, remplaçant chaque planche, chaque vis, chaque pièce de quincaillerie de mes propres mains. Harold a aidé quand il le pouvait, partageant des histoires sur les visites dominicales de papa. Il restait assis dans ce fauteuil de capitaine pendant des heures, me raconta Harold un après-midi alors que nous installions le nouveau système de navigation. Parfois, je lui apportais du café, et il écrivait dans ce carnet en cuir, regardant l'eau comme s'il voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Maintenant, je comprends ce qu'il voyait. Il te voyait. À la marina, quand le rêve bleu fut enfin terminé, peint en bleu marine avec des garnitures dorées, exactement comme sur les vieilles photos, Harold sourit et secoua la tête. Ton père serait fier. Vous savez, il m'a dit un jour que la vraie richesse n'est pas ce que les gens peuvent voir, c'est ce que vous construisez quand personne ne regarde. Je pensais qu'il parlait du bateau. Il s'est avéré qu'il parlait de vous. Je n'ai jamais parlé à Stéphane de Holdings de l'eau Noire. Qu'il ait ses feux de la rampe, ses communiqués de presse sur l'empire immobilier de la Croix, ses photos dans la section économique du journal. Chaque mois, quand il se vante de sa nouvelle acquisition lors des dîners de famille, je souris tranquillement, sachant que le parking souterrain appartient à Blackwater. L'infrastructure utilitaire qui le soutient m'appartient. La fondation sur laquelle repose son empire est la mienne. Générant des revenus dont il ignore même l'existence. Antoine et moi nous retrouvons pour le café tous les dimanches maintenant. Le même restaurant sur la route nationale 7 où les équipes de construction se rassemblent depuis avant ma naissance. Bernard t'a bien élevé, dit-il chaque semaine comme s'il avait besoin de le confirmer. Tu aurais pu tout révéler. Humilier Stéphane comme il t'a humilié lors de la lecture du testament. Mais tu ne l'as pas fait. Ça, c'est Bernard en toi, pas moi. Je lui aurais frotté le nez dedans. Papa m'a appris cela, répondis-je, remuant mon café noir de la même manière que Bernard. La fondation n'a pas besoin d'applaudissements. Elle a juste besoin de rester solide.
Chloé sort avec moi sur le bateau parfois, généralement le samedi matin quand l'eau est calme et que la marina est tranquille. La semaine dernière, elle a amené son petit ami me rencontrer, un jeune homme nerveux nommé Timothée, qui travaille au magasin de quincaillerie de son père. Stéphane est arrivé sans être invité dans sa nouvelle Ferrari, essayant d'impressionner le garçon avec des histoires de millions et de marchés, d'affaires internationales et de portefeuilles d'investissement. Le garçon me regarda après les 20 minutes de discours de Stéphane sur la gestion de patrimoine, et demanda « Monsieur Delacroix, que faites-vous » Avant que je puisse répondre, Chloé prit la parole, sa voix portant la même force que celle de ses grands-pères. « Mon père, il construit des choses qui durent. Tout le reste n'est que du bruit. » Cette nuit-là, après le départ de tout le monde, j'ai trouvé une autre lettre de papa, cachée dans le bureau de navigation du bateau derrière le manuel GPS. Elle était datée juste une semaine avant sa mort, son écriture tremblante mais déterminée. « Julien, le succès ne dépend pas de ce que tu hérites. Il dépend de ce que tu fais de ce qui semble sans valeur aux autres. Le bateau n'a jamais été question du bateau. C'était une question de confiance. Je t'ai fait confiance pour regarder plus en profondeur, pour valoriser ce que les autres négligent, pour trouver de la valeur là où les autres ne voient que des déchets. Tu n'as jamais été mon deuxième fils. Tu étais mon arme secrète. L'immobilier rendra Stéphane riche. L'entreprise d'infrastructure te rendra fortuné. Mais ce bateau fait de toi mon véritable héritier. Parce que tu as compris sa valeur quand tout le monde ne voyait que de la ferraille et de la peinture écaillée. C'est la différence entre l'argent et le sens. Stéphane a eu la fortune. Toi, tu as eu l'avenir. Je garde cette lettre dans mon portefeuille maintenant, à côté d'une photo du rêve bleu et d'une photo de papa me tenant quand j'avais 5 ans. Nous portions tous les deux des casquettes de capitaine assorties qui étaient trop grandes pour nos têtes. Parfois, quand Stéphane appelle pour se vanter de sa dernière affaire, je le mets en haut-parleur et je sors le bateau dans la baie. Le son des vagues noie sa voix, et je pense à papa, à Antoine, au choix d'élever le fils d'un autre homme comme le sien, à l'amour qui coule plus profondément que le sang. Bernard Delacroix a laissé à Stéphane 41 millions d'euros en immobilier que tout le monde pouvait voir et compter. Il m'a laissé un bateau de pêche d'une valeur de 8 000 euros qui contenait un secret de 43 millions d'euros. Mais plus que cela, caché dans ce bateau, il y avait la preuve que je n'étais pas seulement son fils. J'étais son partenaire, son élu, sa fondation, et cela vaut plus que toutes les propriétés de Stéphane réunies.